Monsieur le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Madame la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les commissaires, honorables invités, en vos rangs et qualités, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un honneur et un privilège de vous recevoir dans l'enceinte de l'Union africaine à l'occasion de cette 36e session ordinaire de la conférence de notre Union. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous exprimer, à l'entame de l'année 2023, mes vœux sincères d'une année pleine de bienfaits pour vous-même, pour vos familles et pour vos chers pays respectifs. Il me plaît aussi de rendre un vibrant hommage à mon frère, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, président en exercice de l'Union, dont j'ai eu l'occasion d'admirer l'humilité et le naturel sans artifice. Ces qualités ont fait de notre expérience ensemble un exercice plaisant de rationalité, d'efficacité et de grande visibilité pour notre organisation. Monsieur le Président de la République, soyez-en remerciés. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre session se tient dans un contexte international marqué par des incertitudes inquiétantes, nourries de conflits géopolitiques, d'une gouvernance économique fragmentée, aux conséquences imprévisibles sur l'Afrique notamment. Ainsi, au cours des 3 dernières années, la croissance économique mondiale a perdu son élan et l'inflation a enregistré des taux toujours plus élevés. Les relents de protectionnisme commercial, les taux d'endettement insoutenables et la crise énergétique induisent des coûts de production toujours en hausse. La question des financements de nos économies, notamment les infrastructures, demeure entière. Malheureusement, devant les promesses alléchantes de financement non tenues de nos partenaires, les États membres se trouvent dans l'obligation de s'endetter à des conditionnalités draconiennes, comme en témoignent les négociations en cours de certains de nos pays avec les institutions financières internationales. Face à une telle situation, il est impérieux que nos États membres se décident avec détermination dans leurs choix économiques et de développement. L'activation des mécanismes divers de résilience interne, de solidarité intra-africaine, de mise en œuvre rapide des institutions financières africaines, le tout porté par une gouvernance vertueuse, paraît, sans démagogie, être ici la voie du salut. La souveraineté collective et la solidarité auxquelles nous aspirons sont à ces prix. Le paradigme dans lequel on voit bras croisés la demeure du voisin brûlée doit impérativement changer si nous voulons rester crédibles. Ce paradigme-là est une forme de démission collective de la conscience qui n'a rien à voir avec notre culture et encore moins avec notre civilisation fondée toutes deux sur l'entraide. L'exemple choquant de ces réalités est aujourd'hui donné par les pays confrontés au terrorisme, lesquels se battent souvent seuls dans l'indifférence générale. Je comprends bien ceux qui s'interrogent avec amertume. Où est le panafricanisme? Disent certains. Où est la solidarité? Leur entendent d'autres. Où est la fraternité? Répètent-ils tous en chœur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la montée du protectionnisme commercial nous contraint à accélérer avec davantage de force et de détermination notre projet d'intégration économique par l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Les infrastructures, l'énergie et la digitalisation sont les piliers indispensables à la mise en œuvre de la ZLECAf, dont l'accélération a été retenue comme thème de l'année. Cette opérationnalisation gagnerait à ce que le leadership africain que vous êtes lui donne l'impulsion décisive tant attendue
ne serait-ce qu'en rendant possible la libre circulation des personnes et des biens. Nos efforts de positionnement international doivent s'intensifier en faveur d'un multilatéralisme revivifié, propice à une présence dans les espaces où se prennent les décisions mondiales stratégiques. Dans cette logique, nous enregistrons avec satisfaction les progrès sur la voie de l'admission de l'Union africaine au G20. Notre espoir est que cette éventuelle accession puisse amplifier la voix africaine et permettre à notre organisation continentale d'apporter sa contribution propre aux solutions des problèmes du monde. Dans cet ordre d'idées, s'impose alors à la raison la nécessité de réformer la gouvernance mondiale dans ce qu'elle a de plus unique, dont l'exclusion de l'Afrique, du centre des membres, du cercle des membres permanents au Conseil de sécurité n'est pas la moindre des injustices. C'est le lieu de poser clairement l'urgence de la réforme de nos partenariats en se concentrant sur leur substance, leur finalité et leur mode de fonctionnement, plutôt que de ramener ce besoin de réforme au seul aspect des formats de tels partenariats dits stratégiques. Une évaluation sans complaisance de ces partenariats s'impose afin d'en sortir les résultats et, le cas échéant, de les adapter à nos besoins prioritaires. L'exemple nous est donné aujourd'hui par la place qu'occupe la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique dans la configuration des agences et instruments de développement et de gouvernance en Afrique. Créée à un moment de l'histoire où l'Afrique ne disposait pas de structures pertinentes en ce domaine, la CEA a été très utile. Mais désormais, elle partage le même champ de compétences que les départements de la Commission, la ZLECAf, ODA-NEPAD. Il est dès lors souhaitable d'engager une réflexion dans le sens d'une meilleure harmonisation de ces objectifs et de ses finalités. Je remercie le secrétaire général des Nations Unies, mon ami Antonio Guterres, qui n'en voit pas d'inconvénient. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'une des fragilités majeures de l'Afrique se manifeste dans les champs politiques et sécuritaires, les deux s'influençant mutuellement. Dans ces domaines, les efforts de construction nationale se heurtent ces derniers temps à la résurgence des changements non constitutionnels de gouvernement, accentuant l'instabilité politique et la fragilité des États. Celles-ci sont par ailleurs alimentées par d'autres foyers, tels que l'extrémisme violent, le terrorisme, la conflictualité inhérente aux processus électoraux, les conflits intercommunautaires et les changements climatiques. Je voudrais saisir ici l'occasion de poser clairement la question des sanctions imposées aux États membres suite à des changements non constitutionnels de gouvernement. À l'évidence, ces sanctions ne semblent pas produire les résultats escomptés. Bien au contraire, elles suscitent la déviance des États concernés et paraissent sanctionner davantage les populations et impacter négativement les économies des pays visés. Il me paraît nécessaire de réexaminer le système de résistance aux changements non constitutionnels pour le rendre plus efficace contre le mal et plus soucieux des conditions économiques et sociales des populations. C'est sans doute l'un des angles sous lesquels la réforme du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine doit être sérieusement envisagée. Dans le panorama général, l'on constate avec fierté que l'Afrique, et encore moins son organisation continentale, ne vivent pas ces difficultés comme une fatalité insurmontable. L'Union africaine déploie sur le terrain des actions préventives, de gestion, de résolution de conflits et de poursuite d'une grande variété de programmes et de projets multisectoriels. En dépit de quelques ombres, son bilan au titre de l'année 2022 est plutôt satisfaisant. Le rapport annuel du président de la Commission rend compte sans complaisance, mais sans autoflagellation, de ce bilan honorable, à l'actif certes de la Commission, mais aussi et surtout aux centaines d'hommes et de femmes dévoués à l'Afrique, qui investissent nuit et jour leur intelligence et leurs immenses compétences
au service de la noble cause. La feuille de route principale pour la poursuite de la mise en œuvre du projet phare, faire taire les armes sur la décennie 2020-2030, a gardé le cap sur son objectif. Ainsi, l'Union s'est-elle investie pleinement dans la résolution et l'atténuation de certaines crises sur le continent. Dans ces registres, nous pouvons mentionner la conclusion d'un accord entre les frères éthiopiens, ce qui m'offre l'occasion d'exprimer mes sincères félicitations aux partis et à leurs dirigeants. Merci, Monsieur le Premier ministre Abiy Ahmed, de votre leadership et de votre volonté de faire la paix dans votre pays. Mes remerciements vont au président Olusegun Obasanjo et aux membres du panel dont le dévouement et la sagesse ont été remarquables. L'Afrique du Sud a offert son hospitalité et un environnement propice, qu'elle en soit vivement remerciée. Les pas franchis sur les voies de la réconciliation en Libye, attestés hier par le comité de haut niveau, les progrès au Soudan vers un accord politique inclusif et les avancées en Somalie avec la montée en puissance de l'armée somalienne et ses victoires contre les terroristes, les décisions pertinentes prises hier soir par le Conseil paix et sécurité sur la situation préoccupante à l'est de la RDC sont des signes probants que nous sommes globalement sur la bonne voie. Le terrorisme poursuit son extension au Mali, au Burkina Faso et dans la région du lac Tchad, avec des incursions sporadiques, non moins meurtrières, au Mozambique, au Bénin, au Togo. Nous avons ici besoin d'un sursaut national et international de solidarité concrète, décisive, immédiate, avec les pays affectés. Le temps de la parole est ici fini. Excellences, Mesdames, Messieurs, ce sommet coïncide avec le 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, du 20e anniversaire de l'Union africaine et de la première décennie de l'agenda 2063. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour soumettre à votre attention cette réflexion que m'inspirent ces anniversaires. Un rapide regard rétrospectif montre, en toute objectivité, que l'Afrique indépendante, depuis une soixantaine d'années, n'est pas encore totalement en paix. Elle n'a pas encore réalisé, au-delà des formes, l'essentialisme de son unité, ni atteint le niveau de prospérité que son âge et ses ressources auraient dû lui assurer. Je sais que le temps des nations n'obéit pas au même rythme que celui des humains. J'ose la comparaison pour évoquer les transformations réussies durant la même période par des régions du monde qui avaient au départ le même niveau de développement que l'Afrique. D'où vient-il alors que nous n'évoluons pas au rythme souhaité? Pourquoi nous ne progressons pas malgré nos formidables atouts humains et nos immenses potentiels en ressources naturelles? Après 6 années passées à la tête de la Commission, j'ai mesuré la complexité ainsi que les limites de l'exécutif continental qui dispose, avouons-le, de peu de marge pour mettre en œuvre les décisions formellement arrêtées par la conférence. Je suis arrivé à la conclusion que nous ne faisons pas assez pour réaliser les grandes ambitions qui ont présidé à la création de notre organisation et de manière générale pour sortir du cercle vicieux de la dépendance, du sous-développement, de l'éparpillement et des déficits patents d'intégration. N'ayons pas peur de le dire, nous mettons beaucoup d'enthousiasme dans l'élaboration des grands projets pour l'Afrique, dans la prise de certaines décisions, mais malheureusement, beaucoup moins de soins à leur réalisation, simplement par défaut de volonté politique agissante. Cette rupture entre parole et acte est le principal facteur de désaffection des populations vis-à-vis de l'organisation continentale. Le phénomène est aggravé par la prévalence des intérêts nationaux, cristallisant chaque jour un peu plus les divisions et les clivages, affaiblissant ainsi les élans de la construction d'une Afrique parlant d'une seule voix, intégrée, forte et prospère. Je n'évoquerai que quelques actes fondateurs qui peinent à se réaliser du fait de cette absence de volonté politique. La libre circulation des personnes et des biens,
le passeport africain, la création des institutions financières, ou du moins leur mise en œuvre, le marché unique des transports aériens en Afrique, le lancement des grands travaux, grands chantiers d'infrastructures intégratrices. Nous avons besoin dans chaque nation africaine d'une organisation autrement perçue, autrement soutenue, autrement instrumentalisée pour le plus grand bien de nos peuples, de leur liberté, de leur dignité et de leur prospérité. Je crois avec foi pouvoir compter sur votre engagement, votre sagesse et votre courage afin que se poursuive avec ténacité et ferveur l'œuvre entamée par nos pères fondateurs depuis l'aube des années 60. C'est à mon sens la meilleure façon de célébrer nos 60 ans. Je vous remercie de votre aimable attention.